nous allons parler d'orchestration des identités. Nous allons parler de gestion des identités clients. Nous l'avions mentionné en ouverture, c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'il allie à la fois les côtés de gestion des risques, de gestion de la conformité, de connaissance client, de relations clients. C'est extrêmement polyvalent comme domaine. Et alors pour nous en parler, nous avons trois grands professionnels, mais je vais laisser Pascal Vidal, qui a organisé cette table ronde, nous en parler et introduire de nos invités. Voilà, Pascal, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Alors déjà merci beaucoup pour votre présence cet après-midi. On est à la dernière table ronde, donc j'espère qu'on arrivera à vous à capter votre attention, parce que je pense que vous avez eu pas mal d'informations toute la journée. Juste avant d'introduire le sujet, s'il y a des médias dans la presse. Alors avec Cyril et Benoît, on s'est quand même dit qu'on allait dire les choses concrètement, de manière franche sur le sujet. Voilà, donc il y a peut-être certains propos qui seront assez directs, assez transparents. Donc si jamais vous souhaitez relier certains messages, n'hésitez pas à les valider avec nous avant pour s'assurer que tout est bien, tout est bon. Donc très brièvement, je vais m'introduire rapidement. Donc je suis Pascal Vidal, je suis senior manager au sein de la practice cybersécurité de Wavestone. Je suis en charge des activités Digital Identity. Enfin voilà, c'est plein de belles choses. Néanmoins, plus important, que je suis un passionné du sujet. Et j'ai la chance d'être accompagné de deux orateurs, Cyril Gaulin, qui est directeur des opérations France pour Identity Logique, et Benoît Fuseau, qui est RSSI Casden Banque Populaire et président du Clusif. Donc on a quand même deux beaux orateurs de qualité. Et donc du coup effectivement, comme le disait Guy tout à l'heure, on a un nouveau sujet. Enfin, il y a un mot là qui sort sur le marché, qui est l'orchestration des identités. On parle aussi un petit peu d'identity fabric. Voilà, c'est de nouveaux termes qu'on essaye de mettre sur un sujet qui est finalement de comment on fluidifie la donnée, comment on la comprend mieux, comment on gagne en visibilité sur celle-ci. Alors, bon, je pense qu'on est quand même de certains spécialistes dans la salle pour se dire que finalement l'IAM c'est comme un sujet voilà, qui a quand même plusieurs années, on est plutôt en maîtrise sur ce point-là. Maintenant, il y a quand même on nous demande souvent, avec quelques gouttes de sueur, de suivre un peu le mouvement d'entreprise. On va aller dans le cloud, il faut aller dans le SaaS, donc on pousse la donnée dans les nuages. On nous demande, excusez-moi. Également répondre à faire patte blanche, excusez-moi, sur tout ce qui est réglementation data privacy, donc d'avoir les données, de savoir qui a accès à quoi ces données-là. On ouvre le SI de plus en plus à des tiers, et ça on n'arrête pas, des tiers de type business, partenariat business, mais aussi des tiers qui vont administrer l'infrastructure. Enfin bref, on a de la donnée qui va vraiment partout. Et donc, on se pose la question, finalement, de est-ce qu'on est vraiment en maîtrise de nos données d'identité, de nos données d'accès, d'autorisation. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut gagner en fluidité sur cette gestion-là avec l'orchestration des identités. Donc, du coup, on a la chance, du coup, de pouvoir avoir un éditeur, puis un RSSI, puis également président d'une grande association sur l'identité numérique. Alors, ce que j'aimerais bien, tout d'abord, pour introduire le sujet, c'est finalement, Cyril, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce concept d'orchestration d'identité, pourquoi on en parle aujourd'hui? Oui, merci Pascal. Bon, quand on dit orchestration, il y a plusieurs idées derrière ça. Il y a une idée de coordination, voire de synchronisation. Il y a une idée d'automatisation. Il y a probablement aussi une idée qui est l'échange, la communication ou de la visibilité sur les processus et sur les données qui sont échangées. Donc, orchestration des données d'identité. L'idée, c'est pour avoir des bonnes fondations pour mon système de gestion des identités. D'ailleurs, à vrai dire, aussi bien pour les clients que pour l'interne, pour les salariés. Ça commence par avoir une bonne vision sur mes données d'identité et m'assurer que les bonnes données d'identité sont disponibles et mises à disposition de tous les systèmes qui sont consommateurs de ces données d'identité, les applications, l'infrastructure et toutes les briques, tous les services IAM de type authentification, autorisation, SSO, etc. On parle de tout ça parce que finalement, jusqu'à présent,
ou en tout cas dans les dernières années, il y avait une approche assez récurrente sur les projets de gestion d'identité qui était de partir du processus. La gestion d'identité était décrite comme une série de processus de type enrôlement, onboarding, hein, donc on a quelqu'un qui arrive, que ce soit un nouveau client ou un nouveau salarié, les processus de changement, mover ou transfert, ou etc. Et puis évidemment le départ, le fameux, il faut déprovisionner. Mais c'était vu toujours du point de vue du processus, dans une approche finalement top-down. Et on arrive à la fin au niveau des données, et puis on se rend compte que finalement on n'avait pas anticipé ça, et les données d'identité, c'est pas facile à c'est pas facile à maîtriser, quoi. Hein. Enfin, Benoît, si tu... Bah, oui, quand on a préparé la table ronde, en fait, donc à titre CASDEN, j'ai lancé un projet d'IAM il y a quelques années et je l'ai bien planté. Voilà. C'est pour ça que quand Pascal disait que on disait la vérité, c'était un peu l'objectif de cette table ronde, c'est que ça apporte de la valeur. Et pourquoi on l'a planté? Parce que quand on parle de processus, bah, ça change en fait toute la chaîne dans l'entreprise. Et donc ces projets d'IAM, c'est vraiment des choses de fonctionnalité et on le répète pas suffisamment, c'est pas un sujet technique. On parlait de la qualité des données quand on a préparé cette table ronde aussi. La plupart du temps, c'est comment j'ai entre mon AD et mes logiciels une référence qui me permet d'identifier que c'est bien la bonne personne qui est des deux côtés. Le mail, c'est bien, mais il y a des mariages, des divorces, des changements de nom, des évolutions. Et donc, du coup, c'est pas forcément une clé qui est suffisante. Et donc, en fait, moi, quand on a lancé ce projet, et quand j'ai discuté aussi avec des membres du CLOSI, je me suis vraiment aperçu d'une chose, c'est que le vocabulaire est très important. C'est bien de rappeler, en fait, ce que c'est une habilitation, un compte, une identité. Ça peut être des mots qui vous paraissent simples, mais en fait, souvent, on n'a pas la même vision que ces deux personnes qui sont des éditeurs ou des intégrateurs qui font ça toute la journée. Moi, je suis simplement un RSSI et quand je rappelle à un métier ce que c'est une habilitation, ce que c'est une authentification, ben, vous avez l'impression de savoir, mais en fait, vous savez pas forcément ce que ça veut dire précisément. Et donc, ça, c'est des choses aussi assez basiques. Et puis, quand on commence à s'attaquer, comme l'a dit Cyril, sur les processus, il y a des métiers que vous n'avez pas forcément estimés sur la charge, sur le changement. Quand on est dans une entreprise, tout changement est assez complexe. Donc une conduite du changement par rapport à ça. Et moi, je me suis fait avoir parce que je n'avais pas assez impliqué mes ressources humaines. Je pensais que c'était quelque chose de naturel. Ça me paraissait une évidence. Et en fait, non, je me suis armé à vouloir changer le processus et eux, et à juste titre, hein, parce que c'était des changements, que ça impliquait un peu plus de travail de leur part, et ils ont mis beaucoup de barrières par rapport à ça. Et puis sur l'orchestration, dans les processus, en fait, c'est la récupération des données. Aussi, comment je récupère les données qui sont dans mes applications pour pouvoir aller faire ma revue d'habilitation ou mon enrôlement ou mon décommissionnement, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Hein. On sait tous enrôler des personnes, décommissionner des comptes. Voilà, on se retrouve régulièrement avec des comptes qui ont des fois 2 ans, 10 ans dans nos référentiels. Donc ça, c'est aussi une grosse problématique, quoi. Et du coup, qu'est-ce que le fait d'avoir une approche plutôt orientée data dans un premier temps, plutôt que s'attaquer au process, aurait pu faire que finalement le projet que tu évoques aurait pu mieux se passer ou peut-être mieux embarquer certains acteurs comme les RH que tu évoquais? Merci déjà de rebondir là-dessus parce que en fait aujourd'hui on a changé notre fusil d'épaule, c'est que je m'attaque plus à l'IAM, je fais de la recertification. Et pourquoi la recertification? C'est que ça change pas le processus. Tu parlais des data, souvent la qualité des données que l'on a dans nos référentiels n'est pas bonne. Et ça faut se le dire. On se dit non. La problématique entre, je sais pas, mon AD, alors moi je travaille dans le milieu bancaire, on a en plus du RACF. Donc RACF c'est du mainframe. Donc vous imaginez bien que ce référentiel, il interagit pas de la même façon que une base de données traditionnelle. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, pour faire monter en maturité sur le sujet de l'identité, de l'IAM, de faire de la recertification. Ça nous permet d'expliquer à quoi ça sert, de faire comprendre les risques que ça importe, l'importance de décommissionner des comptes ou de les désactiver par rapport à ça. Et donc cette notion de partir des datas,
apporte de la valeur et monte en maturité pour ensuite attaquer un projet d'IAM. Là-dessus, en fait, pareil, en préparant un table ronde, ça m'a fait penser aussi à certains épisodes que j'ai pu directement en tant que cabinet conseil ou intégrateur, où finalement on n'a pas eu cette approche de penser la data, de voir où est-ce qu'elle circule, où est-ce qu'elle va, qui y a accès. Et ça me rappelle un projet de Customer IAM, donc finalement c'est de l'IAM mais pour le monde B2C, donc par le client finaux. On était, c'était plein boom du sujet 2018-2019, on déploie une solution pour un grand compte. Finalement on était très content parce que ça fonctionnait, on avait des process qui étaient super top, enfin, on pouvait créer facilement des comptes, s'enrôler facilement, s'authentifier facilement depuis le web, depuis le mobile. Donc on était vraiment content. Mais finalement, on n'a pas du tout pensé la donnée, on s'est plutôt attaqué à l'expérience de l'utilisateur en tant que tel, juste sur le digital. Et du coup, on s'est trouvé déconnecté du monde physique, donc de tout ce qui était programme de fidélité, du service après-vente, du CRM aussi qui lance des communications. Et en fait, finalement, on s'est aperçu, en prenant un peu de recul sur le projet, que de ne pas avoir eu cette pensée data en priorité fait que chacun avait sa vision du client. Et finalement, quand il accédait à tel ou tel service, quand il allait parler au SAV, quand il allait parler finalement, enfin au SAV de l'entreprise, quand il allait parler plutôt au monde finance de l'entreprise, parce qu'il y a une branche finance dans celle-ci avec des cartes de paiement, bah, finalement chacun avait des données différentes. Bon, la plupart étaient quand même cohérentes, rassurez-vous, mais finalement la connaissance client n'était pas optimale. Et donc avec ce pas de recul-là, finalement, on a essayé de repenser un peu le projet, de se lancer plutôt dans une approche. On va essayer de fluidifier la donnée, de savoir où elle va, comment je l'orchestre. Quelqu'un qui s'enrôle, finalement, quel système doit avoir les informations. Et derrière, on a quand même eu des retours. Donc, on a essayé de sonder certains clients qui ont pu vouloir répondre à ces expérimentations-là. Finalement, on a eu de très bons retours parce que leur expérience était quand même grandement améliorée parce qu'on a su prendre l'approche data en priorité par rapport au process et finalement d'apporter de la valeur. Ça me fait aussi penser à un autre projet. Je suis désolé, je suis vraiment très bavard, mais j'adore ces sujets-là. Mais un autre projet où on avait deux solutions très historiques. Et quand je dis très historique, je suis politiquement correct. C'est solutions dans un monde, enfin dans une entité, on a une solution développée maison, plus personne ne connaissait, les experts n'étaient plus là. La plupart partis en retraite depuis. Une autre solution qui n'était plus du tout supportée par l'éditeur. Et on devait mettre en place une solution groupe unifiée. Donc on devait remplacer ces deux mondes-là avec des données complètement différentes, des applications complètement différentes, des process différents et une organisation différente. Donc au début du projet, avec le client, on s'est posé, on s'est dit finalement, c'est quoi la meilleure approche? Donc là, on s'est un peu challengé, on s'est dit, on va essayer de contacter les RH, ce que tu évoquais avant, Benoît. On va essayer de voir les application owners, pour essayer de construire un modèle d'habilitation qui est plutôt unifié. On va plutôt aller voir les architectes aussi, pour voir de quelle manière on pouvait avoir des scénarios un peu simples pour déployer la solution groupe. Et finalement, on s'est quand même dit que le mieux, c'est peut-être de déployer déjà cette solution-là. On ne casse pas tout. Et cette solution-là, on va la plugger avec les deux systèmes pour finalement agréger la donnée et de permettre aux personnes, aux métiers, d'y accéder, d'avoir des reporting dessus, de mettre en qualité de la donnée avant de se lancer dans la transformation. Et ça, pour le coup, si on n'avait pas pris cette orientation-là, je pense qu'on aurait pris pour 3-4 ans de transformation devant nous. Là, on a réussi en 1 an et demi. Et je pense que c'est vraiment lié à ça. Bon, du coup, ça c'est plutôt des retours d'expérience, retour terrain. Toi, Cyril, j'ai quand même une question, en toute franchise. On a quand même pas mal de buzzwords sur ces milieux, comme tu l'évoquais, un gros vocabulaire assez riche. Mais est-ce que l'orchestration des identités, c'est pas finalement des choses qu'on faisait déjà un petit peu avant, peut-être pas un délire d'architecte, mais peut-être un mot gartnerisé pour mettre un mot derrière justement cette prise de contrôle de la donnée? En gros, tu me demandes si c'est du bullshit. Voilà. Un petit peu. Bon. Mais en plus poli, hein. Mais en plus poli, hein. Oui, ok. Bon, il faut aller regarder un peu au-delà du discours marketing parce qu'effectivement, quel que soit l'éditeur, l'objectif c'est tous les 3 mois on va sortir un nouveau concept pour expliquer qu'il faut acheter le nouveau produit. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et en fait, fondamentalement, quand on regarde les technologies qui sont mises en œuvre dans les exemples que décrivent Pascal et Benoît, c'est pas des choses qui viennent de sortir sur le marché, c'est des produits qui sont là depuis longtemps, qui sont prouvés, qui fonctionnent, qui ont mûri. Et qui permettent d'atteindre des objectifs. Je pense que finalement, derrière les grands mots, le message qu'on essaie de vous communiquer, c'est effectivement de partir et d'utiliser les données comme le pivot pour structurer votre démarche et votre architecture IAM, CIAM. Ce qui, mine de rien, nouveau n'est pas spontanément ce que vous allez vouloir faire ou ce que les éditeurs ou les intégrateurs vont vouloir vous conseiller de faire.
Ce qui n'est pas forcément non plus la démarche qui va tout de suite être visible. Parce que quand on parle de qualité de données, honnêtement, c'est un sujet ingrat. Mais si on ne traite pas la qualité de données, de toute façon, c'est plus tard qu'on se casse les dents. Donc, il y a certainement une stratégie à développer pour trouver des quick wins. Et on peut trouver des quick wins, néanmoins, même si on traite d'abord la donnée. Mais c'est avant tout ça, c'est une stratégie de déploiement, c'est une stratégie de structuration. Je pense que ça peut s'appliquer si on est vraiment novice et qu'on démarre et qu'on veut mettre en place ces outils d'IAM. Ça fonctionne aussi si on a plus de maturité, si on a déjà un existant et qu'on veut dépasser certaines limitations. Et puis, honnêtement, nous, ce qu'on observe en tant qu'éditeur, enfin là où finalement on est sollicité assez souvent, c'est quand il y a une circonstance exceptionnelle dans la vie d'une entreprise, quelque chose qui fait que d'un seul coup, il faut se remettre en cause parce que les outils existants sont arrivés aux limites. Alors, quelques exemples, je ne sais pas, des opérations de fusion-acquisition, ça, à chaque fois, ça devient évidemment un casse-tête pas possible. Et ça casse les systèmes IAM orientés processus parce que tout est en doublon, parce que tout est... Voilà. Donc, repartir de la donnée et se dire, mais avant tout, ce qui est important, c'est d'avoir la vision exhaustive, l'inventaire exhaustif de toutes mes personnes, de tous leurs comptes et de tous leurs accès qui soient accessibles à un seul endroit. C'est ça qui va me permettre de faciliter l'intégration de mes différents systèmes et, in fine, des processus. De la même façon, excuse-moi, mais le move to cloud, enfin, toutes ces opérations dans lesquelles, petit à petit, on commence à mettre du payload dans un cloud, voire dans plusieurs clouds, et on se retrouve avec plusieurs IDP, et chaque fournisseur de cloud aujourd'hui part du principe que vous allez tout mettre chez lui, et que donc vous allez pouvoir tout mettre dans son IDP à lui, dans son annuaire à lui, et qu'il n'y a donc pas besoin de se préoccuper de savoir s'il en reste on-prem ou s'il y en a chez le voisin. Bon, bah ça aussi, c'est des problématiques de synchronisation qu'on rencontre de plus en plus fréquemment. Bah, tu vois, on va faire participer la salle et on va faire un petit sondage. Qui connaît dans son AD le nombre de comptes exact? Un peu hésitant. Hein. Pourquoi vous avez hésité à lever la main? C'est à 10 près, c'est à 100 près, c'est à 1000 près? Non? À 10 près. Donc 2 personnes, je ne sais pas combien on est dans la salle, voilà. Donc moi je lève la main parce que j'ai fait ce travail, donc je sais exactement. Et le premier constat qu'on a fait, et je vous invite à faire ce constat, regardez le nombre de comptes par rapport au nombre de salariés. Okay, ça c'est assez drôle. Vous allez voir, ça c'est un bon indicateur aussi, et là il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre qu'il y a un problème sur les identités. Okay, je vous parlais de la désactivation des comptes sur les choses. Alors maintenant on va aller encore un petit peu plus loin pour vous faire participer, parce que j'en vois qui sont encore sur leur téléphone, donc ça les intéresse pas trop. Donc deuxième question, qui connaît le nombre exact de comptes de service qu'il y a dans son AD? Ah, on n'a plus qu'une personne, on a perdu le deuxième. Les autres? Ok. Compte de service. Et bien maintenant, compte de test. Voilà, et je pourrais vous faire la liste comme ça dans paquet. Donc moi, je suis le seul à pouvoir le dire, alors, du coup, parce que j'ai fait ce travail, et je vous invite aussi à le faire, parce que les comptes de service, qui les maîtrise? Est-ce que vous savez à quoi ils servent? Tous. C'est des vraies problématiques. Et la qualité de données, c'est ça aussi. Voilà, c'est comment je suis dans la maîtrise. Tout à l'heure, on parlait aussi de récupération des applications. Qui est responsable de l'application pour aller récupérer l'information sur les identités? Bah, la plupart du temps, on ne sait même pas quoi. Voilà. Et donc ça, c'est tout un travail en amont quand vous lancez dans ces sujets. Et c'est aussi, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que dans mon échec, c'est ce que j'ai constaté. C'est qu'aujourd'hui, on n'était pas dans la maîtrise en fait des données que j'avais et que j'allais utiliser. Et donc, je rejoins les propos de Cyril sur le bullshit, sur l'orchestration. Avant de faire de l'orchestration et de l'automatisation, déjà savons de quoi on parle et qu'on fasse le process déjà une fois à la main par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Tout à fait. Bah, merci beaucoup Benoît pour ces compléments. Alors bon, mine de rien, il y a quand même des technologies qui se développent sur le marché, qui visent justement à nous aider à monter en maturité. Cyril, toi côté Radiantogic, j'ai compris que vous avez pu avoir certaines références quand même assez structurantes dans lesquelles votre technologie a pu aider justement certains contextes comme du M&A que tu évoquais avant. Est-ce que tu aurais quelques exemples concrets à donner à la salle de comment vous pouvez accompagner les clients sur ces thématiques-là? Oui, bien sûr, beaucoup d'exemples. Je vais prendre un exemple très court de type
c'est IAM, mais qui est intéressant. Donc c'est une société d'assurance qui a été constituée par acquisition de différents business, donc de l'assurance santé, de l'assurance, une assurance qui était spécialisée dans le sport, et assurait les clubs sportifs et les adhérents, de l'assurance habitation, patati patata. Et donc, à un moment donné, l'expérience client, c'est quand on arrivait sur leur portail, il fallait s'authentifier 4 fois pour avoir tous les contrats, parce que quand on s'authentifiait en tant qu'adhérent d'un club de sport, ben, c'était pas le même point d'entrée que pour son assurance habitation ou que pour l'assurance santé au travers de l'employeur. Donc, l'objectif, c'était tout simplement de se dire, à partir d'une application mobile unique, un point d'entrée unique, que le client voit l'ensemble de ses couvertures, quel que soit le fait, même si derrière c'était plusieurs contrats, même si c'était plusieurs identités au travers de ces contrats, parce que néanmoins c'était le même utilisateur. Donc ça c'était un exemple finalement qui impliquait à la fois le rapprochement de plusieurs bases CRM avec des technologies pas possibles, de virtualiser ça dans un annuaire unique qui permettait d'exposer les données d'identité consolidées et les données de contrat consolidées à l'application mobile. Un autre exemple, dans le domaine de la santé, par exemple, alors quelque chose probablement qui va être assez loin du quotidien de chacun d'entre vous, mais fascinant, que je trouve fascinant. Il y a un mouvement de consolidation énorme dans le milieu hospitalier américain qui, comme vous le savez, est privé. Les hôpitaux sont privés, ça peut être des fondations, des not-for-profit, etc., mais c'est pas le gouvernement. Et donc, il y a des groupes qui sont en train de se constituer par acquisition à vitesse grand V. Pour les gens qui, dans la salle, peut-être sont dans l'IM depuis quelque temps, dès qu'on dit IM et santé, souvent, les gens se mettent à transpirer. IM, enfin, cybersécurité et santé, de façon générale, déjà, les gens se mettent à transpirer. C'est un secteur qui est extrêmement compliqué. Voilà. Imaginez que tous les 3 mois, on intègre un nouvel hôpital de 500, 1000, 1500 lits à marche forcée. Donc, il y a aujourd'hui dans ces grands groupes, il y a des équipes entières qui sont dédiées à l'intégration suite à ces opérations d'acquisition, à l'intégration des systèmes IT pour qu'il n'y ait aucune interruption, évidemment, du soin, du suivi des patients, etc. etc. Vous imaginez, en tout cas pour les gens qui ont touché un tout petit peu au monde de la santé, c'est juste vertigineux. Et notre technologie, le produit Radiant Logic, fait partie de la toolbox de ces équipes parce que finalement, la première préoccupation, c'est j'ai 2 AD au minimum, hein, j'ai 2 ERP au minimum, etc., etc. J'ai 2 systèmes RH. Je veux que demain avoir la visibilité exhaustive sur l'ensemble des personnels soignants, des personnels administratifs, des visiteurs, des patients, qui soient consolidés. Et c'est comme ça, c'est par ce biais-là qu'ils rentrent dans l'intégration des systèmes et des processus IT. Donc, des sacrées usines, en fait, avec des approches extrêmement spectaculaires, parce que tout ça, c'est fait en 3 mois de temps. Du coup, merci beaucoup Cyril. Donc finalement, encore on montre encore à quel point maîtriser la data est extrêmement important dans ces systèmes très éclatés, très décentralisés. Si j'essaye peut-être de synthétiser un peu tout ce qu'on a pu dire cet après-midi, c'est que finalement l'orchestration des identités, ou identifabrique, ou peu importe le mot qu'on peut être derrière, c'est pas qu'une technologie. Ce ne sont pas que des solutions technologiques. Il y en a qui aident, comme Radiant Logic, mais c'est surtout une approche qu'on doit tous avoir, qu'on commence dans l'IAM, qu'on est en train de mettre en place une solution, ou même si on est mature, on y gagne à repenser et à remettre la data comme priorité dans nos démarches IAM. Et c'est pas bateau hein, ce qu'on dit, parce que demain, si on veut aller un cran plus loin, et pour être très mainstream et dans le thème du FIC, enfin pardon, du Forum Cyber, excuse-moi Guy, il y a l'IA. L'IA va venir et ça peut faire sourire, mais tous les éditeurs intègrent de l'IA. Et donc on va avoir de l'IA qui va faire de la recommandation d'accès, de l'IA qui va faire de la recommandation pour prise de décision sur la certification d'accès, de l'IA qui va analyser de la donnée, identifier les comportements anormaux. Tout ça s'appuie sur de la data d'identité, de la data d'autorisation, et on se doit de la maîtriser en tant que responsable IAM. Également, il y a d'autres approches comme ce qu'on appelle le Dynamic Access, l'ABAC, le Attribute Access Control. Enfin, pareil, c'est pour une même chose, on a plusieurs noms. C'est dingue quand même ce milieu de l'IAM. Mais pareil, on va s'appuyer sur les données d'identité pour donner une autorisation à la volée à un utilisateur.
Donc là, pareil, si on ne cherche pas à être dans la maîtrise, on va se planter. Et ça, c'est catégorique. Donc moi, ce que je vous recommanderais tous, c'est d'intégrer dans vos réflexions qui sont en cours ou à venir dans vos roadmaps, un sujet autour de la data, de se poser la question, est-ce que je sais où va la data? Où est-ce qu'elle circule? Qui y a accès? Parce que demain, elle sera juste obligatoire. Et je pense que, comme vous le savez de plus en plus, l'identité devient vraiment le premier périmètre de sécu sur les années à venir. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un message fort qu'il faudra avoir en tête. Peut-être que Benoît, tu peux peut-être ajouter quelque chose oui, sur il faut pas oublier que la réglementation arrive. Hein. Ce que tu dis là, ça va aussi accélérer les choses. Hein. Nice 2, DORA, tout ça va aussi accélérer tout ça. Et sur l'IA, il y a aussi justement aussi qui fait la requête. Comment je détermine qui va faire la requête et qui va aller accéder à des données, etc. Là aussi, il y a des sujets qui vont être, à mon avis, passionnants. Alors moi, j'aurais un autre conseil, et là, je vais parler en tant que président d'Occlusif. Je vous invite tous à revenir rejoindre l'Occlusif pour justement évoquer ces sujets. Et il y a un groupe de travail, je vous l'annonce en avant-première, qui va être remonté par Cyril au sein d'Occlusif, puisque ces deux sociétés sont membres d'Occlusif. On a un stand en D5, donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, on a des personnes qui pourront aussi vous donner des informations sur l'Occlusif. Voilà. Très bien. Cyril, peut-être un dernier mot? Oui, effectivement, Benoît a réussi à m'extorquer de participer au groupe de travail. Je ne fais pas du racket, je ne touche rien du tout, je suis bénévole. Donc extorquer, je n'accepte pas le mot. Pardon. Alors je retire le mot. J'aurai plaisir à participer au groupe de travail et si ça vous intéresse, voilà. Ben, ça sera ma première. Donc je fais appel à toutes les bonnes volontés qui viendront nous prêter main forte. Non, voilà. Il n'y a pas de martingale, c'est évident, mais il y a moyen de faire des beaux projets. Il y a moyen de monter des architectures à l'échelle. Qui sont prêtes pour l'avenir. Voilà. Il y a même des fois toujours une réputation de sujets dans lequel on rencontre plus d'échecs que de réussites. C'est pas une fatalité. Non, mais il faut juste en parler. C'est pas grave un échec. Hein. Encore une fois, on apprend beaucoup de ces échecs et je pense qu'on a un problème par rapport à ça aussi en France de façon globale. C'est qu'on n'en tire pas assez d'enseignement de ces échecs. Je pense que il y a rien de grave en soi. Enfin, je veux dire, la CASDEN continue à vivre, on continue à enrôler, décommissionner. Par contre, on a une approche beaucoup et je pense qu'on a progressé grâce à cet échec parce qu'on a pris conscience que ce que je vous disais sur la maîtrise des comptes, sur on parlait de qui détient la data et comment elle circule. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même sur ce sujet-là beaucoup de manquements. Et là, on invente des nouveaux termes entre automatisation, orchestration et tout ça. Mais les basiques, on les a toujours pas, quoi. Décommissionner un compte. Je vous défie, ça aussi, j'aurais pu poser la question, qui connaît son process de décommissionnement? Aujourd'hui, il y a encore plein de boîtes où ça ne fonctionne pas, quoi. Et même si on le connaît, est-ce qu'il est efficace? C'est ça aussi les questions qu'il faut aussi se poser par rapport à tout ça, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore pendant des années et des années encore des sujets sur l'identité avec encore de nouveaux buzzwords. Je pense qu'on n'est pas, c'est sûr. On a des bouts créatifs dans vos sociétés, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Alors, on s'est donné un peu moins de 10 minutes pour les questions, pour échanger avec vous si vous avez des questions particulières par rapport au sujet ou par rapport à des réactions particulières par rapport à ce qui est évoqué. Oui. Oui, merci pour vos interventions très intéressantes et très transparentes. Alors, moi, j'ai quand même une question par rapport à deux grands mouvements qui semblent, je dis bien qui semblent, structurer ce marché de l'IAM. Le premier grand mouvement, c'est la migration vers le cloud. Donc, comment ça se passe? Jusqu'où ça va? Est-ce que c'est un gain en termes de sécurité? Est-ce que c'est plutôt au contraire un peu plus risqué? Est-ce qu'il y a une perte de maîtrise justement par rapport à... Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question c'est la migration aussi. Avant on avait vraiment des IAM assez classiques, on gérait les rôles, on gérait les accès, on gérait la gouvernance de l'entreprise. Et depuis 5 ans on voit quand même beaucoup d'entreprises dire je vais gérer la relation client à partir de l'IAM, à travers le CIAM,
je vais régler comme ça, je vais avoir le consentement du RGPD, je vais avoir la gestion plus fine de la connaissance des besoins de mes clients, je vais harmoniser entre les différents canaux mobiles, web, physiques, la relation avec mes clients. Et là aussi, il y a une dimension d'orchestration, c'est je vais parfois, pour les entreprises grand public, elles ne sont pas toutes grand public, je vais pouvoir imaginer certaines formes de synchronisation avec les réseaux sociaux, soit purement grand public, soit parfois un peu professionnel, Salesforce, etc. Donc, je voudrais bien avoir votre vision sur ces deux grands mouvements. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez? Je me lance, c'est ça? Alors, concernant la partie cloud, le cloud, c'est pas un gros mot. À chaque fois aussi, ça c'est des choses qui en tant que RSSI, qui me donnent des frictions, on va dire. Voilà, c'est pas un gros mot. Le seul truc, c'est qu'il faut encore une fois savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est le cloud? Moi, je donne aussi des cours à mes étudiants. Je leur pose la question, qu'est-ce que c'est le cloud? Ils me disent le nuage. Ok, bon, voilà, on n'a pas beaucoup progressé. Ce qu'il faut bien comprendre dans le cloud, et quand on parlait de maîtrise, c'est comment je maîtrise les informations qui sont dans cet environnement-là. J'ai fait venir il y a quelques années une personne qui s'appelle Tristan Nitto, qui est un des fondateurs de Mozilla, et qui m'a donné une définition qui vaut ce qu'il vaut, mais au moins qui clarifie les choses. Qui disait que le cloud, c'était mettre les données sur l'ordinateur d'un autre. Et j'avais beaucoup aimé cette définition parce que ça parlait justement de la perte de la maîtrise, et donc dans quelle mesure j'accepte de perdre cette maîtrise. Mais d'un certain côté, si on n'y va pas, eh bien on se prive de toute façon de nouveaux services qui aujourd'hui sont indispensables. On le voit bien avec Office 365, on le voit bien avec quand on a des fusions-acquisitions, le gain de temps pour récupérer la maîtrise des données. Donc voilà, ce qui est important, c'est de savoir où on va, avec quelle solution, et je le répète jamais assez, la partie contractuelle. D'accord? Quand je vais dans le cloud, ne jamais oublier comment je récupère mes données et comment je quitte mon prestataire. Parce que les solutions de cloud, c'est génial. Et quand on commence une relation client-fournisseur, on y va tout de suite et on est dans un climat de confiance. Un contrat, ça sert à rien, sauf quand on a des problèmes, parce que quand les problèmes arrivent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le contrat. Et donc, si on n'a pas les bonnes clauses, ben, je ne pourrai pas sortir. Je ne vais pas citer de nom d'éditeurs, mais bon, il y a certains éditeurs avec qui ils sont suffisamment gros, avec qui on n'arrive plus à négocier, et moi, ça me gêne énormément par rapport à ça. Et concernant votre deuxième question qui était sur... Juste Benoît, si je peux compléter, juste sur le cloud, comme ça on peut terminer sur la première question. Alors, il y a aussi une grosse composante sur le cloud qui est importante à avoir en tête, c'est que quasiment toutes les entreprises sont sur un move to cloud. Il faut mettre les infras dans le cloud, il faut cloudifier des infrastructures qu'on a en SaaS et les mettre dans le cloud. Et finalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une infrastructure où on va avoir des développeurs qui vont avoir une certaine facilité, aisance à demander de nouveaux environnements, de déployer des bases de données, de déployer des machines virtuelles ou autres, et on va avoir une dynamique de gestion des accès qui n'est pas celle qu'on fait traditionnellement dans d'autres modèles airback de notre IM. Et donc là, on commence clairement à perdre en maîtrise. Je vois beaucoup de projets Move to Cloud où la question de comment je gère les accès administrateurs sur les infraclouds n'est même pas abordée. Et donc là, on commence à reprendre ce sujet-là au sérieux sur ces programmes-là. Donc c'est encore un autre buzzword, Benoît, le KIM, donc le Cloud Cloud Infrastructure Entertainment Management, où c'est tout simplement faire ce qu'on fait avec du PAM on-prem, mais sur les infraclouds. Donc ça aussi, il faut faire très attention, parce que ça fait partie du périmètre de compte qu'il faut aussi mettre sur surveillance et permettre de données qu'on doit aussi garder en contrôle. Alors la deuxième question, c'était le Customer IM, comment ça permettait de mieux connaître le client, mieux gérer la relation client de mémoire, c'est ça? Alors là-dessus, je peux garder? Super. Moi, c'est un sujet qui me passionne, donc du coup, Guy, tu fais mouche. Alors, moi, il y a un truc aussi que depuis 2018, c'est là où il y a eu le boom en fait des solutions Customer IM, où on nous vendait que le Customer IM, c'est la révélation de l'année sur comment je peux mieux connaître mon client, comment je peux mieux communiquer avec lui. C'est pas totalement vrai non plus. C'est-à-dire que ça va
faciliter des expériences digitales. Quand je dis digital, c'est sur le web, sur le mobile, on va pouvoir facilement enrôler un utilisateur, avoir des moyens d'accès beaucoup plus modernes. On parle de passwordless, donc comment je m'authentifie sans devoir mettre un mot de passe, faire de l'anti-fraude, ce genre de choses-là. Et la relation client, c'est pas que ça, c'est pas capter juste la donnée d'identité, c'est pas juste capter du consentement, c'est connaître le client, ses préférences, ses habitudes d'achat. Et ça, c'est pas porté par le Customer IAM. Par contre, le Customer IAM va permettre d'identifier la personne dans un écosystème SI client qui est très éclaté. Il y a un CRM, il y a une base client, il y a un service après-vente. Et du coup, eux ne se parlent pas. Donc, ce qu'il faut, c'est identifier la personne et avoir quelque chose au centre. Le Customer IAM peut aider, mais d'avoir un moteur au centre qui orchestre la donnée pour mieux connaître le client. Et ça, c'est hyper important, et c'est ce que j'évoquais d'ailleurs avant sur mon retour d'expérience dans le milieu du retail que j'évoquais tout à l'heure. C'est que finalement, le Customer IAM nous a aidé à améliorer l'expérience client digitale, mais nous a pas aidé à connaître l'utilisateur. Et donc, c'est un facilitateur, mais ça ne fait pas tout. Après, pour compléter, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui sont encore vraiment beaucoup passées le pas par rapport à tout ça, quoi. Beaucoup encore, c'est un login et un mot de passe. On n'en est encore pas tout à fait sur ces solutions-là, parce que je pense que déjà la qualité des données de ces clients, encore une fois, hein, la qualité des données est toujours l'essentiel sur l'identité. Il y a souvent cette problématique. Donc aujourd'hui, et les vœux pieux de faire tout ça et de mieux connaître son client, mieux connaître son parcours, etc., ça reste pour l'instant encore des choses que, enfin, moi dans les membres, j'en ai pas entendu beaucoup parler qui mettaient cette maturité. Et je pense que la promesse est là, mais on n'a pas encore passé le gap, quoi. Puis je vous dis encore une fois, hein, quand on a du mainframe, comment on gère toute cette relation qui va jusqu'au bout, quoi. C'est aussi ça, les enjeux, hein. Et juste pour une petite anecdote, pour amuser un peu tout le monde finalement, c'est que j'ai pu, en fait, généralement on se basait sur des référentiels client uniques qui faisaient ce travail d'orchestration, mais plutôt avec une approche probabilistique. Donc on avait des algorithmes qui disaient si c'est tel même nom, tel même prénom, telle même adresse postale, c'est la même personne. Donc on avait ce fameux golden record qu'on évoquait. C'était pas l'identité, mais c'était normalement une personne unique. Et dans ce contexte que j'évoquais encore avant, en fait, un des faits qui nous a mis la puce à l'oreille qu'on n'était pas bon sur la data, c'est qu'on a quand même une personne qui avait acheté un bijou, un homme qui avait acheté un bijou, et sa femme a reçu la facture. Sauf que ce bijou n'était pas adressé à sa femme. Et donc on a eu des remontées au service client de cette entreprise, comme quoi la donnée n'était pas bonne. Il voulait porter procès en fait finalement à l'entreprise parce que on a mal redirigé l'information. Et tout ça parce qu'on était sur une approche probabilistique, encore avec un algorithme qui était défaillant à ce moment-là. Et donc là effectivement, maintenant on identifie mieux les clients et peut-être qu'on va s'affranchir de ce type de cas-là, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à venir rejoindre, je vous dis, ce sujet. Hein. Le Clusif, c'est un club d'experts en cybersécurité qui regroupe des professionnels de la cyber. On n'a pas de sponsoring en soi, hein. On est complètement agnostique par rapport à ça. Donc moi, je paye la même cotisation que les deux personnes qui sont là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ce modèle économique, parce qu'on apporte à une parole, et qui n'est pas Wavestone, qui n'est pas la Casden, qui n'est pas Radiant, c'est justement de réfléchir sur la bonne pratique. Il y a déjà un guide qui existe sur l'IAM, et vous pouvez le trouver en libre service sur le site du Clusif. Ce document date de 2018 et qui avait pour objectif d'essayer justement d'initier les bonnes pratiques pour lancer un projet d'IAM. J'étais un des contributeurs, donc j'étais assez fier. Je m'étais dit avec ça, je peux pas me planter, et malheureusement, j'ai quand même planté le sujet. Donc vous voyez, voilà, c'est pas pour ça, quoi. Mais aujourd'hui, il faut le remettre. Donc je suis extrêmement heureux, et je vais le répéter, que Cyril va prendre le sujet. Donc voilà.